le public ne sait pas, lorsque la cour d'assises siège, quel peut être, dans les débats, dans la tournure des débats qui sont imprimés, dans le délibéré surtout, où les jurés et les magistrats se retrouvent seuls, le public ne sait pas quelle est l'importance, quelle est l'influence d'un président d'assises. Un président d'assises objectif, j'allais dire raisonnable. Le verdict est un verdict objectif et raisonnable. Mais un président d'assises qui, comme ça arrive très souvent, parce que dans la magistrature, on va d'une fonction à une autre, qui pendant peut-être 10 ou 15 ans a été procureur, ou substitut du procureur, ou avocat général, et qui par l'effet d'une mutation et de l'avancement se retrouve président d'assises. Je crois qu'il lui faut beaucoup de retenue, beaucoup d'objectivité. Je ne dis pas pour oublier qu'il a été un agent de la répression pendant des années, mais pour se souvenir surtout, prendre conscience que son métier de président d'assises, c'est de diriger le débat et surtout le délibérer, ou un magistrat, 3 magistrats, et je dis devant des juges ici qui le savent très bien, et dont je sais que eux, ils sont des gens objectifs et honnêtes. Un magistrat, 3 magistrats peuvent complètement démolir la portée d'une plaidoirie. Un président qui dit, bah oui, non, ça va, écoutez, vous le connaissez, c'est Maître Imbert, il a son nom dans les journaux, il nous fait chaque fois le même coup, vous savez, je l'ai entendu 10 fois plaider la même chose. Ça paraît inconcevable, mais moi je le dis publiquement parce que je sais que c'est vrai. Mais vous avez aussi, et heureusement, des présidents qui sont tout à fait objectifs, qui respectent le point de vue de tout un chacun et qui, autour de table, demande à chacun des jurés de faire connaître exactement son opinion et qui ne vont pas nécessairement au-delà de cette opinion. C'est donc pour ce fils de policier, la tâche était difficile, elle a été d'autant plus qu'il a été condamné à mort. Et là, j'ai fait ma 2e démarche à l'Élysée. Après De Gaulle, j'ai rencontré le président Mitterrand qui venait d'arriver. Nous étions 3 avocats, 2 surtout, une avocate. Et bon, ne serait-ce que dans l'optique de la défense de Philippe Maurice, et avec Philippe Lemaire, hélas aujourd'hui décédé, que j'avais entraîné dans cette aventure, parce que pour un avocat conscient de ses responsabilités, quand on sait que nécessairement par rapport à la mort d'un policier et dans le contexte qui était celui de l'époque, on va au-devant d'une possible peine de mort, quand on s'aperçoit que cette peine de mort est voulue depuis le départ, parce que comme par hasard, le président qui est choisi pour diriger les débats est le plus répressif qu'on puisse connaître, on sait bien que le procès ne va pas être une partie de plaisir. Et Philippe Maurice a été condamné à mort. Et donc, nous avons rendu, nous étions 3, Philippe Lemaire et puis une avocate, Danielle Marion Fondanèche, qui avait tenu sa partie, et très très bien. Et c'était le premier acte du septennat du président Mitterrand. Pas Frédéric. Ce lapsus, hein. Bon. Et pourtant, je l'ai pas. Alors, nous sommes arrivés, nous étions de gauche, nous avions voté pour lui. Surtout Philippe Lemaire, il était assez sémillant, il pensait que pas du tout. Mitterrand nous a reçus avec une solennité extraordinaire. J'ai bien vu qu'assez souvent, il louchait sur les jambes de notre consoeur, dont je me suis aperçu à ce moment-là qu'elle avait de très jolies jambes. Je ne l'avais pas vu avant. Et puis Mitterrand il y avait d'autres soucis. Mais lorsque nous avons eu terminé, nous avons plaidé tous les 3. Il a été très solennel. Très solennel. C'était plus le candidat que nous avions soutenu, c'était le président de la République.
C'était le premier acte du septennat. Madame, messieurs, vous avez fait votre devoir, je vais faire le mien. Au revoir. On est sorti de là. Alors Philippe le maire, qui lui était tenté optimiste, lui parlait d'une grâce à Mme Mitterrand comme si elle était acquise. Il me dit, attends, moi je prends un coup dans la gueule, c'est pas possible. Et il me dit, tu sais pas, tu sais qu'il arrive au pouvoir, peut-être qu'il a changé. Non, il n'a pas changé. Et puis, 2 heures après, la présidence de la République a fait savoir que le président Mitterrand avait accordé la grâce de Philippe Maurice. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que Philippe Maurice, on avait dit tout le mal qu'on pouvait dire de lui à l'audience, à l'avocat général, s'était déchaîné contre lui. Le président ne lui avait fait aucun cadeau. Il était un tueur de flics. Eh bien, Philippe Maurice est devenu un expert en connaissances médiévales. Il a un doctorat de lettres. Il enseigne dans une faculté. Et je le vois de temps en temps. Et la dernière fois, il y avait l'une des dernières fois où je l'ai vu, où il vient à Paris. Je ne dis pas où il exerce, dans quelle faculté. La dernière fois qu'il est venu à Paris, il y avait une grande réunion, alors qu'elle avait disparu, contre la peine de mort. Et comme il était un peu le voyageur itinérant du combat contre la peine de mort, je m'étais dit, il ne viendra pas déjeuner avec moi, mais je le vois arriver. Alors, avec le temps, nous tutoyons, puisque nous avons vécu. J'ai dit, mais tu es là? Ben, il me dit, oui, où veux-tu que je sois? Ben, je lui dis, tu es parent. Il dit, écoute, jamais assez d'être l'ancien combattant de la peine de mort. J'ai beaucoup donné, ça suffit, d'autant qu'en France, on ne l'applique plus, je ne sais pas ce que j'ai à faire pour qu'elle revienne. C'est dire que dans ce parcours, j'ai côtoyé des tas de gens auxquels je me suis intéressé. Je viens de vous parler de quelques-uns, je vais terminer, rassurez-vous. Il y a des gens pour lesquels le public ne le sait pas, je ne saurai jamais la vérité. Marcel Barbeau, le tueur de l'ombre, qui avait terrorisé l'Oise à un point tel que la légende du département disait que le tueur en question s'attaquait aux femmes blondes. Les femmes des localités avoisinantes, de l'endroit où les crimes s'étaient commis, se teignaient pour que si elles sortaient la nuit, on ne voit pas qu'elles puissent être blondes. C'est dire la psychose qui régnait. J'ai défendu Marcel Barbeau, alors je n'ai pas de confidence à livrer parce qu'il ne m'en a jamais fait, mais je ne sais toujours rien du personnage. Il y avait des failles énormes, mais il y avait aussi des charges sérieuses. Et il y a des magistrats ici. Nous avons plaidé, je n'étais pas seul. Nous avons plaidé, nous avons fait ce que nous avons pu, et bon, avec le temps, quand même, on a un certain feeling, vis-à-vis des jurés. On voit les réflexions qui peuvent se faire pendant que nous plaidons, on voit les réactions qu'ils peuvent avoir, même si les présidents leur disent, Didier doit le savoir, surtout ne manifester rien. Les avocats sont à l'affût. C'est vrai que le jury se veut impénétrable, mais des fois, et Barbeau, nous avions, c'était le tueur de l'ombre. C'était un mystère, un véritable mystère, parce qu'on était sur sa trace. Pour la police, ça ne pouvait être que lui, mais avec Philippe le maire, à qui j'avais demandé de venir à mes côtés, nous avions accumulé de véritables preuves. Il y avait notamment, je livre le détail, la police était à la recherche du tueur. La police, la gendarmerie, toutes les forces de l'Oise étaient mises en mouvement. On avait répertorié des traces de bottes, dont les experts avaient pu dire que c'était du 42 fort marque à l'aigle. Ça me travaillait cette histoire. Et je suis allé dans un magasin de chaussures, j'ai acheté des bottes 42 fort marque à l'aigle. Et je suis arrivé à la prison où il était détenu à ce moment-là avec mes bottes. Les gardiens étaient un peu étonnés. Qu'est-ce que vous faites? Je dis, je ne fais rien d'ailleurs, vous voyez, ça passe au détecteur, ça ne sonne pas. Bon, alors, j'ai pu entrer avec mes bottes. Et quand je me suis trouvé face à Marcel Barbeau, il m'a vu, il a vu mes bottes à la main,
il a pigé, mais c'était un déclic. Il m'a dit, je dois les essayer. Je lui ai dit, oui, essayez-les. Et là, alors, il a commencé à enfiler des bottes, et puis il a vu qu'effectivement, il n'entrait pas dans ce 42 fort. Et il forçait. Je lui ai dit, bon, ben ça va, j'ai compris, elles ne vous vont pas. Et il me dit, ben non, vous voyez bien, donc c'est pas moi, c'est pas mes chaussures. Et effectivement, au procès, je ne pouvais pas gagner. D'ailleurs, le président me l'a dit crûment. C'est extraordinaire, ça je le dis devant les magistrats. Après, je crois, 3 heures de plaidoirie, après 5 heures de délibéré, le président m'a dit, vous savez, il y a encore des jurés qui partent après votre plaidoirie avec le tout au cœur. J'ai dit, ah bon? Il me dit, oui, mais ils n'étaient pas assez nombreux dans le Ben oui, je raconte ma vie. Et je lui dis devant des magistrats, je n'ai pas osé dire à ce président, et pour qu'il n'ait pas le doute au cœur, qu'est-ce que vous avez fait, vous? Je lui dis, bon, ben oui, c'est bon. Et Barbot est toujours en prison d'ailleurs. Il est toujours en prison parce qu'on lui met périodiquement le marché en main. Après des années, il reconnaît la réalité des faits, on le libère. Et comme il n'a jamais reconnu, comme il y avait, alors je dis, des preuves incontestables, il y avait ces marques de bottes, je ne vais pas refaire le procès, bon, mais je ne suis pas un petit garçon, je ne m'aventure pas dans une défense comme celle-là, si je n'ai pas un matériel pour. Et il y a d'ailleurs le délibéré a duré 5 heures, je crois, un truc comme ça, ce qui est quand même un signe que les gens ont dû discuter. Mais Barbot est toujours en prison. Alors je vais vite parce qu'il est tard, et puis mon parcours sera terminé avec vous et avec les affaires. L'affaire, une des affaires peut-être les plus préoccupantes, qui en nous rapprochant de la période où nous sommes, ça a été la tuerie d'Oriol, où je défendais Jean-José Maria, et où je suis toujours, par rapport aux preuves que j'ai fournies, je suis toujours dubitatif sur sa culpabilité. D'abord, vous ne le savez pas, mais nous ne savons jamais la vérité. D'abord, en ce qui me concerne, parce que je ne cherche pas à la connaître du client, certains de mes confrères veulent être persuadés que moi, je ne sais pas que je me méfie du client, mais je me fais mon opinion. Si je trouve des éléments suffisants dans un dossier, parce que je me veux un homme de dossier, si je trouve des éléments suffisants dans un dossier qui me permettent de plaider valablement l'innocence, je le fais. Si je ne les trouve pas, j'en parle avec le client. Je lui dis ça et ça passera pas. À partir de là, le client fait ce qu'il veut. Ou bien il persiste, mais je l'incite à changer d'avocat. Ou bien, mais ce qui est aussi délicat, de tenter de faire reconnaître à quelqu'un une culpabilité qu'il a toujours niée. Parce que lorsqu'on va au procès, la cour, le jury ne savent pas si je puis dire, les tractations qu'il y a pu y avoir entre un client qui a toujours clamé son innocence et un avocat réaliste qui dit oui, vous dites que vous êtes innocent, mais voilà ce qu'il y a contre vous. C'est infranchissable, on ne s'en sortira pas. Bon, ça, le public, les jurés, personne ne sait ce qui peut se passer. Bon, à partir de là, vous prenez une responsabilité, et si ça tourne mal, si vous incitez quelqu'un à reconnaître ce qu'il n'aurait pas voulu reconnaître au départ, il a le droit de penser ce qu'il veut et de dire ce qu'il veut. Mais si vous insistez en lui disant bon, ça passera pas, c'est mort, si vous n'y croyez pas, il vaut mieux s'en aller, tant pis pour la belle affaire éventuelle, tant pis pour la presse ou pas la presse, mais je crois que c'est mon éthique. Il vaut mieux abandonner. Si on n'y croit pas, s'il y a trop de charges, c'est pas possible d'aller faire du cinéma dans un prétoire en sachant que de toute façon on n'y arrivera pas. Mais si vous arrivez à convaincre quelqu'un, et puis que c'est encore pire, le verdict est encore pire que celui que vous imaginiez, que vous envisagiez,
si la sanction va au-delà de ce qu'elle devrait être, parce que le crime est important, parce que le président est particulièrement sévère, parce que les jurés sont des adeptes de la légitime défense, à ce moment-là, quelle responsabilité pour l'avocat? Quelle responsabilité? Vous avez incité quelqu'un à aller à l'encontre de ce qu'il souhaitait faire, et moi je dis d'ailleurs, parce que le mot est un peu fort lorsque j'enseigne à des jeunes confrères, je dis, si vous n'y croyez pas, tant pis pour l'affaire. Tant pis pour l'affaire. Laissez tomber. Il y a quelqu'un d'autre qui prendra le relais, il fera ce qu'il voudra, mais si vous n'y croyez pas, ne marchez pas dans une combine quelconque. Il vaut mieux... Je crois qu'il faut être honnête et être honnête complètement. Voilà à peu près. Et alors de Barbeau, puis j'ai fini dans mon périple, hein, ou presque, je passe à Maria. Maria, c'est la tuerie d'Oriol. Le monde a entendu parler, c'est un massacre incroyable, avec un client qui était une figure de proue, Jean-Joseph Maria, appartenant au SAC, moi je n'ai rien contre, j'ai rien pour, qui était quelqu'un de tout à fait désigné finalement pour être le chef de bande, et dont je me demande toujours si, avec cette espèce de mentalité, comme disent les clients qu'il devait avoir, il a préféré tomber définitivement, puisqu'il a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, plutôt que de dire la vérité. Et dire la vérité, c'était dénoncer des gens, et ce qu'il n'a pas voulu faire. Alors, est-ce que c'est idiot? Est-ce que c'est noble? Moi, je n'ai pas à trancher. Mais là aussi, pour Maria, j'ai des doutes. Des doutes que je n'ai pas pu faire partager ni à la Cour, ni surtout au président. J'en veux pas au président d'assises, au pluriel, mais bon, j'ai rencontré de tout. Je n'ai pas rencontré que des gens qui étaient de mon côté. Et lorsque je sais l'influence que 3 magistrats peuvent avoir, il est évident que parfois, pas toujours, heureusement, le jugement est un petit peu faussé. Donc là aussi, Maria, tuerie d'Oriol, coupable, pas coupable, parce que ce que vous ne savez pas, c'est que les clients ne se confient pas à nous. Il est rarissime qu'un client vous dise, bon écoutez maître, j'ai confiance en vous, je vais vous dire la vérité. Mais là, quand j'ai commencé au barreau, un grand avocat qui s'appelait Raymond Philippi m'a mis la puce à l'oreille. Il m'a dit, tu sais, nos rapports avec les clients sont difficiles. Nous avons des gens qui veulent te faire prendre des vessies pour des lanternes, tu ne marches pas. Tu sais jamais la vérité. Alors, fais-toi ta vérité à toi. Si ça colle avec le client, tu y vas. Si ça ne colle pas, tu laisses tomber. Et je crois que c'est un bon conseil, et celui que je donne à mes collaborateurs successifs. Nous sommes pas des... Nous ne voulons pas être des complices. Il faut conclure, là. C'est terminé? J'ai pratiquement fini, vous allez... D'ailleurs, si je n'avais pas fini, on me couperait la parole, mais j'ai l'habitude. Non, mais c'est un vieux procédé oratoire de dire 6 fois, j'ai pratiquement fini. Non, mais j'ai terminé. Je vous parle même pas de l'affaire trop. Elle est assez. La Bélier, elle était un type formidable. Je ne saurais jamais s'il était coupable ou pas, mais judiciairement, il ne l'est pas. Donc, c'est fini. Je ne vous parle plus de rien. Merci. Merci Jean-Louis Pelletier. J'ai retenu surtout le fait qu'un certain nombre de personnages, finalement, ils ont basculé du mauvais côté, ils sont passés de l'autre côté du miroir, ils auraient peut-être pu tourner autrement. Et là, on rejoint l'œuvre de Simenon où dans beaucoup de ses livres, on voit bien que les personnages, au fond, à un moment donné, ils prennent pas la bonne direction pour des raisons diverses. Voilà, merci, Maître Pelletier.